Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de votre aimable fidélité à cette émission, un œil sur l'actualité. C'est le rendez-vous de tous les dimanches pour passer en revue les sujets qui font l'actualité ou qui ont fait l'actualité au cours de la semaine. Et tout le monde sait que plusieurs pays africains ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale. D'autres pensent probablement le faire mais ne l'ont pas encore annoncé. Nous allons essayer de voir un peu le fonctionnement de cette institution, de comprendre qu'est-ce qui pourrait amener ces États africains à quitter la CPI et quelle alternative s'offrirait à ces pays-là. Pour répondre à ces questions, nous recevons Maître Gilles Benoît Afang-Bédji. Il est avocat au barreau de Lomé, mais aussi avocat près la Cour pénale internationale. Maître Afang-Bédji, bonsoir. Bonsoir à vos téléspectatrices. Et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'accepter l'invitation d'un œil sur l'actu. Merci beaucoup. Je voudrais avant toute chose remercier votre rédaction, votre direction et vous-même parce que ça fait encore une occasion que vous m'offrez pour m'exprimer sur cette question d'actualité qu'est le retrait de certains pays de la Cour pénale internationale. Plusieurs questions ont été également envoyées sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook, et beaucoup de commentaires. J'en lirai quelques-uns au cours de cette émission pour alimenter le débat. En seconde partie d'émission, je m'intéresserai à la question de l'accès du continent à l'énergie, surtout aux énergies renouvelables. Et je recevrai en seconde partie Lincoln Dahl, qui est expert à African Energy, et puis l'honorable Augustin Sambiani, député membre de la commission environnement et changement climatique à l'Assemblée nationale. Maître Afang-Bédji, alors vous suivez naturellement l'actualité, vous voyez ces retraits en cascade. D'abord, on va tenter de comprendre la Cour pénale internationale. Quel est son fondement juridique? Je voudrais rappeler que la Cour pénale internationale n'est pas créée ex nihilo. Elle n'est pas créée dans le néant. Il a fallu que l'Assemblée générale des Nations unies décide en 1998 de créer cette cour. Et le traité fondateur que nous appelons le traité de Rome, puisque c'est à Rome que cette assemblée s'est réunie et finalement le traité de Rome a été signé en 1998. La Cour même a été mise sur pied en 2002. À l'heure où nous sommes, elle vient d'entamer sa 14e année. Alors, je voudrais vous dire que cette Cour, pourquoi on a senti la nécessité de la créer? C'est ça l'interrogation. Nous nous rappelons que ces derniers moments ont été des moments très importants pour les Nations Unies. Parce que on a pu comprendre que beaucoup d'atrocités, beaucoup de crimes, beaucoup de meurtres, de viols, de tortures sont perpétrés sur la terre des hommes. Et des gens en sont responsables. Il y a des victimes qui meurent. Il y a des victimes qui souffrent. C'est dans ces conditions que les Nations Unies se sont dit, mais écoutez, il est important qu'on puisse faire en sorte que ceux qui sont les criminels puissent être poursuivis, jugés et condamnés. Alors, on a pensé aussi à indemniser les victimes. Et que de telles atrocités, de tels meurtres, crimes et autres ne puissent se commettre comme avant. C'est pourquoi on a senti la nécessité de créer cette cour qu'on appelle aujourd'hui la Cour pénale internationale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette cour a été créée en 2002 et son traité fondateur date de 1998. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et je voudrais
nous dit que, mon frère, si tu diffères de moi, l'un de me léser, tu m'enrichis. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a dit. Et je me rappelle que lorsqu'on était à l'université du Bénin d'alors, l'actuelle université de Lomé, il y avait, et cela quelques mois avant la conférence nationale souveraine, un message qui se diffusait. Mon frère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que ce que nous pouvons dire contre la Cour pénale internationale, il ne faut pas que cela la détruise, cela la fragilise, mais que cela puisse l'amener à s'améliorer. Je suis d'accord qu'on puisse critiquer la Cour pénale internationale. Et là, j'invite les uns et les autres à avoir un esprit critique et ou bien un esprit de critique. Éviter d'avoir un esprit de critique. Parce que en ayant un esprit de critique, vous n'arriverez pas à asseoir une véritable instance judiciaire, mais vous arriverez plutôt à la déraciner. Et cela en grand défaveur des victimes qui pleurent toujours et qui pleurent encore. Alors, vous l'avez dit que cette cour a été créée sur un constat des Nations Unies. C'est pour juger ceux qui sont auteurs des atrocités. Est-ce que la CPI est un peu une réponse à la faiblesse des juridictions nationales? Merci. C'est une question très importante. Et je vais vous faire une confidence. Je suis en train de travailler sur la question actuellement. Et je prie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, de m'accompagner pour que cela puisse être rendu public. L'article 1er du statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque les juridictions pénales internationales ne sont pas en mesure de juger. Ou bien n'ont pas la volonté, les pays où ces juridictions nationales existent n'ont pas la volonté de juger les criminels. D'abord, ne sont pas en mesure de le faire parce que les structures ne répondent pas à cela, et ensuite n'ont pas la volonté de le faire. C'est à ce moment seulement que la Cour pénale internationale intervient. Et vous savez, si nous prenons la plupart des juridictions nationales africaines, on a l'habitude de dire qu'elles ont du plomb dans l'aile, qu'elles ne sont pas indépendantes, qu'il y a trop de pression du politique vers ce pouvoir judiciaire. Alors, si les Nations Unies ont pu constater cela et finalement ont décidé qu'au lieu que le criminel de guerre, par exemple, puisque quels sont les crimes, il faut le rappeler, qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. C'est les plus abominables. C'est les crimes les plus abominables. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Et tout récemment, on a ajouté le crime d'agression. Sans oublier que certains crimes peuvent être qualifiés de crimes de guerre ou bien de crimes contre l'humanité. Par exemple, les crimes de viol, les tueries, les atrocités. On peut essayer de caractériser ça autrement et faire rentrer cette infraction-là dans le cadre des infractions, mais dans la liste des infractions qui sont poursuivies par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous voyez? Donc, je voudrais tout simplement vous dire que la Cour pénale internationale, comme je l'ai dit tantôt, vient d'avoir 14 ans. Elle est encore jeune. Et en tant qu'une cour jeune, on a besoin de lui donner des conseils. On a besoin de l'accompagner. C'est comme un enfant. Votre propre enfant. C'est un exemple que je donne. Votre enfant a fauté.
Votre enfant n'a pas dormi à la maison, mais votre enfant a commis des erreurs. Est-ce que vous allez tuer cet enfant parce qu'il a commis des erreurs, ou bien vous allez plutôt lui donner des conseils? Je crois que c'est la seconde option. C'est la seconde option qui est importante. Mais maître, quand je vous entends dire ça, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes avocat après la CPI, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la CPI que vous êtes en train de faire là? C'est pas un aveu, mais je dis que il n'est pas trop tard de bien faire. Et nous savons tous très bien que c'est Dieu seul qui soit parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est dire que la perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes des hommes. Nous avons des faiblesses. Nous avons des défauts. Vous en avez, j'en ai. Nous avons aussi des qualités. Mais nous devons nous efforcer pour que les qualités surpassent les défauts. Vous voyez? Donc, si la Cour pénale internationale des défauts, c'est des gens qui sont en train de l'animer. Et ces gens peuvent commettre des erreurs. Mais est-ce que c'est ça qui va nous permettre de nous tourner dos à ces juridictions si chères aux nations? On en viendra à cette partie du débat, mais si on revient un peu sur le traité de Rome, dont vous avez parlé, le traité fondateur de la Cour pénale internationale, est-ce que c'est une obligation pour les États d'y adhérer? Nous sommes tous d'accord avec le constat que beaucoup de crimes se sont commis sur la tête des hommes ces dernières années. Et un pays qui veut être pris au sérieux ne peut pas ne pas signer le traité de Rome et le ratifier. Un pays qui refuse de le faire, c'est un pays qui sera mal vu sur le plan international, qui aura manqué le rendez-vous des nations. Pour nous, il faut vous dire que il est important qu'on puisse accompagner cette cour. Il est important qu'on puisse donner des conseils à ceux-là qui l'animent. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la perfection n'est pas de ce monde. Et ce n'est pas pour rien que je vous avez donné l'affirmation. J'avais cité tout à l'heure la déclaration de Antoine de Saint-Exupéry en disant: mon frère, si tu diffères de moi, l'un de me laisser, tu m'enrichis. Ça dit que c'est de la contrariété des débats que jaillira la lumière. Artabaeus eut l'audace de penser: si ta religion est différente de la mienne, ce n'est pas dire que je dois détruire ta religion. Tu ne chercheras pas aussi à détruire la mienne. Vous savez, l'or pur ne se conçoit pas par lui-même. C'est en l'analysant avec un minerai de moins bonne qualité qu'on reconnaît ce qui est le meilleur. Vous voyez. Donc, pour nous, il faut critiquer la Cour pénale internationale. Il faut relever les erreurs qu'elle a commises. Il faut essayer de doigter, d'indexer ce qu'elle a fait de mal. Mais il ne faut pas la détruire. Parce qu'en la détruisant, on aura fait du mal à ces multitudes de victimes qui pleurent, qui gémissent. Il faut qu'on sache qu'on doit gémir. Mais quand vous Il faut qu'on sache qu'on doit gémir. Quand vous prenez 14 ans de vie de la CPI, 1 milliard de dollars engloutis et 2 condamnations. Non, mais vous savez que la Cour pénale internationale a plusieurs dossiers actuellement en cours d'instruction contre la Colombie, enfin contre des responsables relevant d'un certain nombre de pays, dont la Colombie, l'Afghanistan, la Birmanie, la Palestine, la Jordanie. Vous voyez, ces pays ont des responsables qui peuvent être jugés demain. Et puisque, et nous en parlerons tout à l'heure, les gens estiment que cette cour ne juge que les Africains. Mais ces pays que je viens de citer tout à l'heure ne sont pas
du continent africain. Mais on évoquera ça tout à l'heure, vous l'avez dit. Alors, au niveau des juges qui composent la Cour, les juges, la procureure qui est actuellement Fatou Bensouda, qui est de nationalité gambienne, et les avocats que vous êtes, comment tout ce monde-là est commis? Bien, je voudrais vous dire que s'agissant des juges, les pays peuvent proposer et des gens d'une bonne moralité, d'une bonne probité, peuvent aussi s'offrir à travailler pour cette cour. Vous voyez. Donc, c'est des gens d'une haute probité morale qui ont une grande connaissance de la matière judiciaire, de la matière juridique, qui peuvent être commis. Vous voyez. Et travailler à cette cour. S'agissant par exemple des avocats, et il faut le rappeler par ce qui suit, les dossiers ou bien les formulaires d'inscription sur la liste des conseils est disponible. Et si vous avez l'intention d'acter, de candidater, vous remplissez le formulaire. Vous envoyez à qui de droit. Si le dossier est complet, on vous le dira, vous le compléterez. Ensuite, il y a des enquêtes qui se font pour voir si vous remplissez les conditions de probité et de connaissance en matière du droit international, des droits de l'homme, d'une manière générale. Si vous connaissez la procédure pénale, si vous connaissez la common law, la civil law, enfin le droit civil et autres. Parce que c'est un ensemble qui compose le droit qu'applique la Cour pénale internationale. Il faut que vous ayez ces connaissances-là. Et à partir de la vérification de votre dossier, de l'examen de votre dossier, si vous remplissez les conditions, on vous fera savoir que vous avez été admis sur la liste des conseils près la Cour pénale internationale. Moi, j'étais à Brasilia le 8 décembre 2011, lorsque, après avoir déposé mon dossier, j'ai eu l'information par mail que j'ai été admis à la Cour pénale internationale en tant que conseil. Alors, j'ai l'habitude de dire que cette Cour mérite d'être accompagnée, mérite d'être soutenue. Parce que pour moi, avec l'existence de cette Cour, il y a beaucoup de potentiels criminels qui ont peur. Cette Cour est comme un épouvantail dont les gens ont peur. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Monsieur Niaoui Michel. C'est Samuel Niaoui. Samuel. On va, dans ces conditions, je crois que il faut l'accompagner. Je vois que vous insistez beaucoup sur il ce faut la point, soutenir. mais je voudrais revenir en arrière. Voilà. Il y en a qui disent, par exemple, qu'un pays comme les États-Unis n'a pas signé le traité. C'est vrai que les États-Unis n'ont pas signé le traité, n'ont pas ratifié le traité. Alors, comment ça se comprend? Non, mais on ne va pas obliger. L'État est libre, c'est non, ça. non, s'il vous plaît. Monsieur, c'est Samuel Niaoui. Oui, Samuel Niaoui. Ouais. J'ai l'habitude de vous appeler plutôt par votre nom de famille. Oui. Et je voudrais vous dire que on ne peut pas obliger un pays à signer un traité. C'est comme un contrat. Et c'est de la libre volonté, du libre consentement que vous pouvez être amené à signer un contrat. Et les pays étant animés par des responsables, si à un moment donné les responsables ne voient pas l'intérêt de signer le traité, bien, le traité ne sera pas signé. C'est comme vous-même. Imaginez que vous voulez louer une maison. Vous avez participé
aux visites de la maison, visites au cours desquelles il y a le propriétaire, il y a sa femme, il y a ses enfants par exemple, il y a l'huissier, il y a vous-même, votre femme et bien d'autres personnes. Vous avez vu la maison, elle vous a plu, mais certains imprévus vous ont amené à penser autrement. Et le propriétaire vous appelle, mais monsieur Samir Niaoui, le contrat est prêt. Venez signer. Est-ce que c'est parce que le contrat est prêt que vous allez signer, ou bien vous devez tenir compte de tous les facteurs qui peuvent vous avantager? Je crois que c'est... Quand vous parlez comme ça d'un pays comme les États-Unis, est-ce que ça ne veut pas dire que les États africains ont fait une grosse erreur que de signer ce traité-là? Non, pourquoi? Parce que les États-Unis, eux, si je m'en tiens à votre exemple, auront révisé ce contrat, ils auront peut-être trouvé beaucoup de faiblesses et se sont dit non, nous n'allons pas signer. Mais les petits États africains que nous sommes, on a vite couru pour aller signer. Il n'y a pas que les Africains, les pays africains qui ont signé le traité. La France, par exemple, l'a signé. Il y a l'Italie qui l'a signé. Il y a l'Allemagne, il y a la Finlande, il y a le Royaume-Uni. Vous voyez, donc, en dehors des États-Unis, c'est vrai que c'est une grande puissance. Mais certains peuvent dire que c'est parce que les États-Unis sont conscients d'être les premiers violateurs des droits de l'homme, d'intervenir partout, de créer des guerres partout, donc ne veulent pas voir leur chef d'État être traîné devant cette cour-là. Non, mais, vous savez, c'est un bon débat. Mais, je voudrais tout simplement vous faire dire que on ne peut jamais obliger un État à signer un traité. Un traité, c'est un accord. C'est un test qui est partagé par un certain nombre de pays et à partir de la signature qu'on appose au bas de ce traité, on est engagé. On est engagé et on est tenu à des obligations. Et si un pays n'est pas d'accord, on ne l'oblige pas. Si les États-Unis ne veulent pas signer, ça fait le problème. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, et il faut le rappeler, alors, pour pouvoir saisir la Cour pénale internationale, on le fait comment? Il y a 3 moyens de le faire. D'abord, un État parti au traité peut demander qu'un responsable de tel ou tel pays soit poursuivi. Ensuite, le Conseil de sécurité peut intervenir, demander par exemple à la procureure de se saisir d'un dossier. Et enfin, le procureur ou la procureure, aujourd'hui c'est une femme, peut se saisir d'elle-même, enfin c'est l'autosaisine dont vous parlez, d'un cas criminel et faire poursuivre, juger, condamner ce criminel. Ouais, donc, je vais vous dire que même si les États-Unis n'ont pas signé et que nous avons un Conseil de sécurité fort qui demande qu'on poursuive un Américain, la Cour est tenue de le faire. Vous voyez, c'est pourquoi lorsque nous avons des pays qui se retirent de la Cour pénale internationale dans l'intention de la fragiliser, de la faire déraciner, moi je m'en moque. Ça fait comme un épiphénomène. Parce que si Nkurunziza se retire, enfin, demande à ce que le Burundi se retire de la Cour pénale internationale, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est à l'abri. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel appartient le Burundi, je parle des Nations Unies, de l'ONU, peut se saisir de ce cas. Vous voyez. Et si vous avez vu ce que les observateurs ont écrit, enfin les plus avisés ont écrit, c'est que Nkurunziza a peur que son lendemain ne soit compliqué, qu'il a décidé d'envoyer des gens à New York auprès du secrétaire des Nations Unies, général des Nations Unies, pour
remet la lettre du retrait. Et sachez très bien que l'article 127 du traité de Rome est clair. Ce n'est pas parce que vous envoyez une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour se retirer que le retrait est immédiat. Le retrait n'est définitif qu'après un an. Et dans l'intervalle là, beaucoup de choses peuvent être faites. Et sachez que la procureure Bensouda, Fatou Bensouda, s'est déjà saisie du dossier burundais. Mais si on comprend que, par exemple, le président burundais a peur, que le président gambien et Djamé peut avoir peur, quand on parle de l'Afrique du Sud, ça étonne aussi que l'Afrique du Sud se retire de la CPI. Non, mais vous savez que pour le cas sud-africain, il faut quand même relever que Jacob Zuma s'est fourvoyé. Qu'est-ce que le gouvernement sud-africain avance comme argument? Que la Cour pénale internationale entrave ses obligations de respecter l'immunité diplomatique. Il veut parler du cas du président Omar El-Béchir. Mais vous savez, parce qu'on fait obligation à un État s'il vous plaît, de sur un chef d'État qui ne pouvait pas l'immunité. Je vais vous dire quelque chose. La question de l'immunité au niveau de la Cour pénale internationale fait débat. Et ce n'est pas parce que vous êtes chef d'État que vous devez commettre des atrocités, que vous devez commettre des crimes. Et vous cachez derrière l'immunité diplomatique. Vous voyez. Donc, mais au moins pendant qu'il est en fonction. Non, s'il vous plaît. C'est pas, il était en fonction avant de commettre les faits. Est-ce que c'est pas un peu comme humilier les dirigeants? Ah ben, c'est pas. Et ceux à qui on fait du tort, qu'est-ce qu'on leur fait? Et ceux à qui on fait du tort, et ceux qu'on tue, on ne les humilie pas? Et surtout demander à ce que ce chef d'État soit arrêté dans un autre pays. Où est le problème? La crise diplomatique. Non, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous avez signé le traité de Rome. Et le traité de Rome vous impose un certain nombre d'obligations. Vous devez coopérer. En signant le traité de Rome, vous acceptez de coopérer avec la Cour pénale internationale. Avec tout ce que cela comporte. Comme obligation. L'Afrique du Sud a signé le traité de Rome et dans ces conditions est obligé de coopérer avec la Cour pénale internationale. Nous savons tous très bien que Omar El-Béchir a commis des atrocités au Soudan. Plus de 3 millions de personnes avaient été tuées, avaient été massacrées. Et l'affaire est connue par la Cour pénale internationale. Du temps de Ocampos, le problème soudanais se posait avec Omar El-Béchir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la Cour? Vous savez, on a l'habitude de dire duraless, sedless. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous voyez. Donc, lorsque vous acceptez de signer un traité, de signer un contrat, vous devez respecter les obligations qui découlent de ce contrat. Alors, si l'Afrique du Sud, malgré le fait qu'elle avait accepté de coopérer avec la Cour pénale internationale, et que, contre toute attente, et à notre grande surprise, et je dirais, mais contre le juge juridique, elle se refuse de coopérer, je crois qu'il y a problème. C'est plutôt une forme de violer. Je dirais même pas une forme, mais c'est une violation flagrante du traité. Vous voyez. Donc, je vous dis ceci. Et peut-être vous allez vérifier. J'ai ouï dire que l'Afrique du Sud et surtout Jacob Zuma
est l'un des responsables de l'Afrique qui soutiennent Nkurunziza. Vous voyez. Et on sait très bien que Nkurunziza a tué plusieurs de ses concitoyens. Je ne pense pas que c'est la seule préoccupation concernant Omar El-Béchir, que c'est pour ça seul que Jacob Zuma a décidé de faire sortir l'Afrique du Sud du traité de Rome. Vous pensez qu'il Par est en train ailleurs, de protéger d'autres chefs d'État? Il est en train de protéger d'autres chefs d'État. Nous savons tous très bien que ce n'est pas tous les Africains du Sud qui sont d'accord avec cette démarche. Puisque l'Alliance démocratique, qui est le premier parti politique d'opposition en Afrique du Sud, s'est élevé comme un seul homme pour dire non à cette démarche, entreprise par le gouvernement sud-africain. Et même a saisi la Cour constitutionnelle pour que cette dernière déclare anticonstitutionnelle la démarche entreprise par le gouvernement sud-africain. En tout cas, donc c'est pour nous dire que ce n'est pas parce que le gouvernement a décidé que tout de go, les gens doivent accepter. En tout cas, ce retrait... Par ailleurs, je voudrais vous parler de la Gambie. En Gambie, les gens se sont également levés contre cela. Il y a par exemple l'ancienne candidate Yahya Jammeh, à l'élection présidentielle, j'oublie un peu son nom, qui a eu à parler, même sur RFI, pour dire que c'est inadmissible ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, le fait d'affirmer tout de go et à tout bout de champ que la Cour pénale internationale poursuit que les Africains, je crois que c'est une fausseté, c'est une contre-vérité. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des enquêtes préliminaires qui sont diligentées. Mais il faut contre un certain nombre de pays qui ne sont pas de la rapidité des enquêtes quand ça concerne l'Afrique. Alors que vous avez cité par exemple l'Afghanistan, le Pakistan et d'autres pays, ces enquêtes tardent quand même, prennent beaucoup de temps. Alors que quand c'est en Afrique, c'est vite fait, les gens sont déjà débarqués devant la CPI. Non, vous savez, il y a combien de gens qui sont débarqués devant la CPI? Il y a combien de gens? Il faut savoir ceci. Et je voudrais que vous partagiez ça avec moi. Et je voudrais vous dire ceci. Pour qu'on puisse ouvrir une information, ou bien instruire un dossier, ça prend du temps. C'est comme sur le plan national. Lorsque le juge d'instruction veut instruire un dossier, il y met toute sa force et toute sa connaissance. Il va avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de détermination pour ne pas fauter, pour ne pas commettre des erreurs. Alors pourquoi, si on veut le faire au niveau du plan international, ou bien sur le plan international, on va crier que ça traîne ou bien ça va vite. Mais lorsque la justice va vite, ce n'est pas une bonne chose. Si, mais quand ça va vite dans certains pays et qu'ailleurs ça ne va pas vite, puisque les cas que vous avez donnés par exemple des pays comme l'Afghanistan et tout ça, on s'étonne de ne voir personne arriver. La Colombie où les FARC ont commis aussi des atrocités là-bas, on s'étonne que personne depuis là n'a encore été débarqué et qu'en Afrique du Sud, et qu'en Afrique, rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir en 2011. Quelques mois après, il a été envoyé très vite devant la CPI. Vous pouvez peut-être penser que pour les cas concernant l'Afrique, on est plus pressé. C'est peut-être à tort ou à raison que vous soutenez cela. Mais à ce que je sache, laissons le temps à la Cour de faire ses preuves. Pour le moment, les Africains s'interrogent. C'est normal de s'interroger. C'est normal de s'interroger. Et lorsque, par exemple, pendant quelques années encore, on n'aura rien fait contre telle ou telle personne venant d'autres pays, d'autres continents, on avisera. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il ne faut pas déraciner cette cour.
il ne faut pas la fragiliser. Vous pensez que ces retraits pourraient la fragiliser? Vous savez que lorsque vous êtes ensemble pour faire quelque chose. Vous êtes 6. Vous avez décidé d'aller chasser dans une brousse. Vous avez aiguisé toutes vos armes. Je vais parler des armes blanches. Et contre toute attente, 2 ou 3 personnes décident de se retirer. Ça peut vous fragiliser. Mais on a l'habitude de dire que même à 2 ou à 3, on peut le faire. Il y a même une chanson au Togo qui le dit. Vous voulez que je vous la fredonne? Si vous voulez, je vais la fredonner. C'est les chansons qui se chantent pendant les marches. Oui, pas forcément. Oui, si vous voulez, je peux vous la fredonner. Mais c'est pour vous dire tout simplement que on a l'habitude de dire que nous soyons 2 ou 3, nous le ferons. Oui. Donc, au-delà de penser que ces retraits peuvent fragiliser la cour, pour moi, je crois que c'est une forme qui amène, en fait, une forme de retrait qui amènera plutôt la cour à se requinquer, à se ragaillardir. En tout cas, je voudrais lire, mettre quelques réactions de citoyens. Il y a par exemple l'association Solidarité Planétaire Branche Togo qui a fait un communiqué de presse suite au retrait de certains États africains de la Cour pénale internationale. L'association écrit l'association Solidarité Planétaire s'inquiète du retrait de certains États africains de la Cour pénale internationale. En effet, le continent africain est le continent très susceptible en matière de respect des droits humains et nous craignons que l'impunité ne prenne le pas sur la justice. Nous encourageons par la même occasion toute la société civile africaine à s'unir pour constituer une force imposable contre les violations des droits humains. C'est un communiqué signé du secrétaire général Cloussé Yao. Alors, dire simplement, par exemple, si je m'en tiens au mot de ce communiqué, que l'Afrique est un continent fragile en matière de droits de l'homme, ça ne veut pas dire qu'il faut s'acharner contre elle aussi. L'Afrique a besoin de tout le monde, de tous ses fils, de toutes ses filles. Et nous avons besoin de faire en sorte que les droits de l'homme soient protégés, que les droits de l'homme soient défendus, que les droits de l'homme soient promus. Parce que c'est des droits inaliénables et imprescriptibles. Nous les Africains, nous avons besoin de faire en sorte que nos pays soient amenés à respecter les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont très importants pour que nous puissions vivre décemment. Parce que, pour les droits de l'homme, il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Lorsque vous ne vous habillez pas bien, lorsque vous ne vous logez pas bien, lorsque vous ne mangez pas bien, normalement, il y a violation des droits de l'homme. Parce que si je voudrais vous amener, par exemple, à voyager dans les droits économiques, sociaux et culturels, le bien-être de l'homme relève des droits de l'homme. Lorsque un État n'est pas en mesure de faire en sorte que ses concitoyens, donc ses ressortissants, les populations qui constituent une partie de lui-même, il y a violation des droits de l'homme. Lorsque ceux-là n'arrivent pas à manger au moins 2 fois par jour, il y a violation des droits de l'homme. Lorsque des gens n'arrivent pas à s'instruire comme cela se doit, et que par exemple dans une salle de classe, au lieu de 60 personnes, ou bien de 40 personnes, il y a plus de 150 personnes, il y a violation des droits de l'homme. Vous voyez. Donc, nous devons faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Et lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés, on peut être amené à agir
et à agir proprement pour que les choses soient revues normalement. Il y a Jules Sankara Lawson qui nous suit depuis les États-Unis, qui a envoyé quelques questions, maître, par WhatsApp. Il y en a certaines qui ont trouvé réponse quand, par exemple, il demande d'aucuns accusent les pays comme la Gambie et le Burundi de vouloir quitter la CPI de peur de s'y voir jugés pour des crimes commis par les dirigeants de ces deux pays. Pourrait-on dire la même chose de l'Afrique du Sud? Je crois que vous avez déjà donné la réponse. Il demande également, est-ce que la CPI a réellement les moyens pour assurer son rôle? La Cour pénale internationale vit des contributions des États qui sont membres. Et aujourd'hui, il y a au moins 120 pays, mais 123 pays qui en sont membres. Donc ces pays cotisent. Sans oublier que certaines institutions privées peuvent aussi lui venir en aide. Vous voyez. Donc, à partir de toutes ces contributions, la Cour pénale internationale vit et survit. Alors, je crois que dans sa question, il a donné une explication, enfin, il essaie d'expliquer la question. Il dit, on peut prendre, pour exemple, le cas de l'Afrique du Sud qui refuse d'extrader Omar El-Béchir, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI lors d'un voyage en Afrique du Sud. Quand on sait aussi que 2 ou 3 pays avec droit de veto de l'ONU ne sont pas membres de la CPI et que la CPI n'a pas une force de police pour imposer ces mandats d'arrêt internationaux. Donc, par exemple, le cas d'Omar El-Béchir, on peut s'imaginer que la CPI n'a pas les moyens de sa politique. C'est vrai qu'il y a une charte qui impose aux États de respecter cela, mais la CPI elle-même n'a pas une force coercitive. On peut penser cela, mais en réalité, c'est le cas quand même. Ce n'est pas le cas. J'ai parlé tout à l'heure de la coopération. La question fondamentale qui se pose avec les États dans le cadre de la mission de la CPI, c'est la coopération. Comment est-ce que la coopération est vécue? Et j'ai relevé tout à l'heure, quand signant le traité de Rome et en le ratifiant, on devient un acteur de la Cour pénale internationale. Et en tant qu'acteur, il faut faire en sorte que cette Cour puisse voir sa mission aboutir. Et il faut donc coopérer avec cette Cour. Lorsque une enquête doit être menée, la Cour pénale internationale est un bureau d'enquête. Et les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le pays où les atrocités sont commises, excusez-moi, où les crimes sont perpétrés et se joignent aux forces nationales en cause ou bien qui sont habilitées à le faire pour que l'enquête puisse se faire. Vous voyez, il est quand même important de relever que la Cour pénale internationale ne peut pas, par exemple, puisqu'il y a la question de la souveraineté des États, ne peut pas, par exemple, descendre dans un pays, après faire descendre dans un pays des policiers, des gendarmes, des militaires, pour aller arrêter telle ou telle personne. C'est cela que la coopération des États est très importante. Ouais, c'est nous-mêmes qui allons crier encore qu'on a violé notre souveraineté. Oui. Donc, il est important que les pays coopèrent. Et c'est pourquoi, au niveau des principes fondateurs de la Cour pénale internationale, il y a toujours celui de la coopération. Il y a toujours la complémentarité dont je vous ai parlé tout à l'heure, en relevant que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales. Alors, une autre question, ça je crois qu'on y a également donné de réponse. Il dit 14 ans, 1 milliard de dépensés, 2 accusés africains condamnés. Voilà le bilan de la CPI. Quelles sont vos impressions? On y a répondu. Et sa dernière question, les supporters du retrait des pays africains de la CPI proposent la création d'une cour de justice pour juger les Africains pour des crimes de guerre, de génocide. Peut-elle être vraiment impartiale
quand on sait que la justice dans la plupart de nos États africains est aux bottes? On peut citer la Cour de la CEDEAO qui a du mal à faire respecter ses verdicts. Alors, une Merci. Cour africaine de justice. Je crois que notre ami a fait une bonne analyse. Il a bien examiné la situation. Et je voudrais le féliciter pour ça. Est-ce qu'il est aujourd'hui opportun que nous ayons une Cour pénale africaine? Je voudrais tout simplement vous dire ceci. Il ne sert à rien d'avoir une multitude de juridictions. Tenez-vous bien, nous avons la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est basée à Arusha, en Tanzanie. Qui ne fait rien pratiquement. Dont la déclaration préalable n'est toujours pas signée par plusieurs pays africains. Parce que, avant que la Cour ne puisse fonctionner normalement et voir ses décisions, ou bien avant même que cette Cour ne puisse intervenir dans un pays africain et faire asseoir son hégémonie, il faut que, par exemple, ce pays-là fasse la déclaration préalable, signe le traité fondateur et fasse la déclaration préalable. Même notre pays ne l'a pas fait. Notre pays n'a pas fait la déclaration préalable. Et donc cette Cour, aujourd'hui, ne peut pas être saisie par un Togolais. Parce que le Togo dira, mais je n'ai pas fait la déclaration préalable, donc on ne peut pas me juger par cette Cour. Vous voyez, donc, des gens les plus avisés ont même souhaité qu'au lieu qu'on crée une fois encore une Cour pénale africaine, qu'on va essayer de fragiliser, parce qu'il y a toujours des garde-fous dont les gens se servent pour pouvoir s'échapper. C'est ça. Donc, il faut plutôt renforcer cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour qu'elle puisse faire son travail et même élargir sa compétence, son domaine de compétence. C'est-à-dire qu'elle puisse aujourd'hui juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et autres. Puisque cette Cour aujourd'hui est uniquement compétente pour juger les cas de violation des droits de l'homme. Donc, non, il faut que je finisse. C'est très important. Vous savez, il serait aberrant de vouloir créer une Cour pénale africaine alors que nous avons la Cour pénale internationale qui fait déjà le travail. Au lieu d'en créer encore, il faut plutôt la soutenir, il faut plutôt la renforcer, il faut plutôt l'accompagner. Je crois que ce point, vous y tenez beaucoup. Alors, je suis revenu sur Facebook parce que là, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur Facebook. Edem Aboudjan, je crois, je m'excuse si j'ai écorché le nom, il demande, en toute franchise, est-ce que la Cour n'est pas tombée dans son propre piège en ne visant que les autorités africaines, en laissant par exemple Nicolas Sarkozy après ses gaffes en Libye et les crimes de guerre en Syrie par Bachar? Oui. On peut se penser cela. On peut envisager cela. Et là, c'est quand même étonnant que vous avez dit que les États partis au traité peuvent demander à ce que la Cour se saisisse d'un dossier. C'est bizarre que personne n'a demandé que Sarkozy soit inquiété. Mais est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la Cour... En tout cas, il faut comprendre ceci. Vous et moi ne sommes pas dans le secret de la Cour pénale internationale. Si la Cour pénale internationale est en train de poursuivre aujourd'hui Sarkozy, ou bien il y a une information qui est ouverte sur le cas libyen, personne ne peut le savoir. Il faut donner du temps à la Cour. Et on avisera. D'accord. Il y a Marc Dometti qui demande ces pays sortent de la CPI au nom de leur nation. Ne pensez-vous pas que le retrait doit se faire par un référendum? Vous savez, j'ai toujours dit que
il est très important qu'on puisse permettre au peuple de se prononcer sur un quelconque retrait de la Cour pénale internationale. Même l'Afrique du Sud n'a pas respecté la procédure en la matière, puisque c'est le gouvernement seul qui a décidé de le faire. Et, comme je l'ai dit tantôt, l'Alliance démocratique a relevé cela, que c'est une question qui intéresse toute la nation sud-africaine. Et elle voit mal comment le gouvernement sud-africain seul, sans avoir fait passer cette décision à l'Assemblée nationale sud-africaine, et saisit le secrétaire général des Nations Unies d'un quelconque retrait. Oui, donc, la question étant vitale, je pense et je suis d'accord avec notre cher ami qu'on peut le passer par référendum. Et ce serait justice. Parce que les populations doivent se prononcer. Les populations doivent se prononcer. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chefs d'État africains qui veulent sortir de la Cour pénale internationale ont quelque chose à se reprocher. Si vous prenez Jacob Zuma, il a beaucoup de choses à se reprocher. Il a beaucoup de choses à se... Demain, si, il faut le dire, si la Cour venait à intégrer dans les infractions qu'elle poursuit le crime économique, on peut poursuivre Jacob Zuma. Parce que les crimes sont imprescriptibles. On peut poursuivre à tout moment. Peut-être il a peur. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que dans tous les cas, ceux qui sont les auteurs de ce retrait ont quelque chose à se reprocher. Si vous prenez Nkurunziza, il a fait tuer beaucoup de gens. Et si vous prenez, c'est vrai que lui, il a fait passer par l'Assemblée nationale burundaise, mais c'est unicolore, c'est monocolore, cette assemblée. Donc, ça ne peut pas ne pas passer. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que ceux qui s'adonnent à ce retrait ont beaucoup de choses à se reprocher. Si vous prenez la Gambie, Yaya Jammeh, c'est un grave violateur des droits de l'homme. Il ne fait que tuer. Vous voyez, si Yaya Jammeh passe en Gambie, comme on a l'habitude de le faire dans les pays africains, on ne demande pas aux gens de s'éloigner de la route. Est-ce que vous le savez? Par exemple, dans mon pays, le Togo, lorsque le président de la République veut passer, la circulation est réglementée. Oui. Mais en Gambie, ça ne se fait pas. Il passe. Il peut ramasser n'importe qui. Moi-même, j'ai assisté à ça. J'étais parti dans le cadre d'une formation à la commission. Et j'étais sorti pour aller acheter quelque chose et rentrer dans mon hôtel. Voilà. Les gens couraient dans tous les sens. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est Yaya Jammeh qui passe. On n'a même pas réglementé la circulation. C'est-à-dire, il peut ramasser n'importe qui, n'importe comment, mais ça ne lui dit mot. C'est le paradoxe. Ouais, est-ce que c'est normal? Donc, vous voyez, tout ça là doit cesser. On ne doit pas accompagner ces gens-là. C'est pourquoi celui qui a demandé que le retrait, normalement, doit être discuté par le peuple. Et cela par voie référendaire. Je suis parfaitement d'accord. Il y a Dieudo Chabli qui pose également, il a posé beaucoup de questions, on ne peut pas tout lire, qui demande dans quel cas pourrait-on poursuivre un président en cours d'exercice? Et pourquoi cette mesure? Ah ben, on a vu le cas du Kenya. Uhuru Kenyatta. Oui, mais la procédure est là. Elle est prévue par les tests fondateurs de la Cour pénale internationale. Donc, si le président est un violateur des droits de l'homme, est un criminel, est-ce qu'il faut le laisser tuer tout le temps qu'il fera au pouvoir? Mais c'est la question qu'il faut se poser. Puisque vous m'avez demandé tout à l'heure, un président en exercice, est-ce qu'il faut le poursuivre? Mais si la personne, le président en cause, commet des atrocités, commet des crimes crapuleux, des bévues, commet des viols, des cas de torture, est-ce qu'il faut le laisser continuer? Est-ce qu'il faut le laisser pendant tout le temps qu'il fera au pouvoir? Non.
C'est une grande question. C'est une grande question à laquelle il faut répondre. Il y a Kondona Wisdom qui demande, il a posé une question qui me paraît intéressante également. Qui ou quelle instance au monde à qui on peut faire recours si un pays ou un président estime que la CPI triche ou viole ses limites? Est-ce qu'il y a une voie de recours ou c'est un premier dernier ressort? Non, mais il faut quand même dire à notre ami que si un État constate que la CPI a outrepassé sa compétence, il a le droit d'écrire à qui de droit. Il a l'obligation d'ailleurs de le faire savoir à qui de droit. Parce que, et cela, il est important de le dire, vous ne pouvez pas ne pas faire des critiques. Mais il faut que ce soit des critiques constructives, pas des critiques destructrices. Oui. Donc, si vous prenez, par rapport à sa question, si vous prenez le cas de Gbagbo par exemple, c'était la justice des vainqueurs qui est appliquée. Il n'y a que ceux qui ont été vaincus qu'on a envoyés à la CPI. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Charles Blé Goudé, même la justice ivoirienne ne poursuit que les vaincus. Et la CPI, on se dit qu'elle cautionne ce genre de choses. Que la CPI cautionne? Oui, parce que ça a été tellement facile de faire des enquêtes et de trouver les fautifs dans le camp Gbagbo. On nous annonce qu'il y a des investigations qui se font également dans l'autre camp. Et jusque-là, Ouattara est entré dans son deuxième mandat. Personne n'a encore été envoyé à la CPI là-bas. Oui. Je crois que vous devez comprendre ceci. Ainsi que moi-même. Vous avez bien fait de relever qu'on est en train d'enquêter dans l'autre camp. La justice est comme une machine. Elle a plusieurs compartiments. Elle a plusieurs pièces. Et lorsqu'une pièce est malade, une pièce est endommagée, ça peut se rejaillir sur tout l'appareil judiciaire, sur toute la justice. Laissons le temps à la Cour pénale internationale de faire son travail. Si, par extraordinaire, on nous disait finalement que l'autre camp n'a pas été inquiété, on avisera. Le procès Gbagbo n'est pas encore terminé. Elle est prévue pour se terminer après 4 ans de procédure. Donc, beaucoup de choses peuvent se faire dans l'intervalle. Je voudrais continuer en lisant un commentaire de Yao Samson Misso qui dit: pour moi, avant de demander à quitter la CPI, il faut une justice d'égalité dans ces pays-là, car ces présidents pensent après avoir tué, maltraité, torturé, terrorisé leur pays et acquis la justice du pays dans la poche, donc tout est permis, alors que c'est faux, car tu peux, je lis exactement comme il a écrit, car tu peux tromper 1000 fois un peuple, mais pas 1000 fois le même. Courage aux Africains. Alors, maître, je voudrais qu'on finisse, c'est un débat extrêmement important. Aujourd'hui, ces États demandent à se retirer. Demain, on sait peut-être d'autres vont suivre. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a à réformer au niveau de la CPI aujourd'hui? Merci de la question que vous avez posée. Il faut que la CPI fasse une rétrospective. Il faut qu'elle fasse un examen à mi-parcours pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ce qui a été fait de bon, ce qui n'a pas été fait de bon. Ce que je peux dire fondamentalement et de façon unique, c'est que la CPI fasse en sorte que la critique inhérente au fait que c'est des Africains seuls qui sont poursuivis soit prise en compte et que les dossiers concernant les cas relevant d'autres continents soient vite analysés, examinés et qu'on puisse situer l'opinion internationale. C'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, je dis que mieux vaut tard que jamais. Si, après 2 ou 3 ans, on poursuit les autres
des autres continents, c'est une bonne chose. Ne pas le faire, ou bien ne jamais le faire, c'est ça qui est mauvais. Mais si on doit donner le temps à la Cour de faire son travail et le faire très bien, je suis parfaitement d'accord. Qu'on ne le fasse jamais, je ne suis pas d'accord. Merci, Maître Gilles Benoît Afangwedji, avocat au barreau de Lomé et avocat près la CP. Merci d'être passé dans cette émission. Nous espérons que vous resterez peut-être disponible si le débat s'intensifie et qu'on aura encore besoin de vous. C'est avec plaisir que je répondrai à tous mes amis, à tous mes concitoyens et à tous ceux qui auront besoin de la lumière sur ce que fait la Cour pénale internationale. D'abord, je suis très heureux de toutes les questions qui sont posées et je suis très fier que les gens ont beaucoup d'appréhension, que les gens ont beaucoup d'observations, suggestions et remarques à faire à la Cour pénale internationale. L'essentiel, c'est qu'on l'accompagne, qu'on la soutienne, mais ne jamais la déraciner. Je vous remercie. Merci, Maître Gilles Benoît Afangwedji. Je continue la seconde partie d'émission sur une autre question qui concerne le continent, à savoir la question énergétique. Je vous retrouve tout de suite après ceci. La seconde partie d'un œil sur l'actualité, comme annoncé sur les réseaux sociaux et à l'instant d'ailleurs, sera consacrée à la question de l'énergie solaire surtout. C'est une sorte d'énergie renouvelable. Est-ce que l'énergie solaire est une alternative aux problèmes énergétiques en Afrique? C'est ce que je vais demander à mes deux invités. Le premier, Lincoln Dahl, il est expert à African Energy. Bonjour. Merci. Merci d'accepter l'invitation. Et puis, Augustin Sambiani, il est député à l'Assemblée nationale, membre de la Commission Environnement et Changement climatique. Honorable Sambiani, merci d'accepter l'invitation. Merci. C'est un honneur de vous recevoir pour évoquer cette question parce que vous traitez du sujet, comme vous êtes membre de la Commission Environnement et Changement climatique à l'Assemblée nationale. Est-ce que, pour planter déjà le décor, est-ce que vous pouvez nous faire un topo pour qu'on ait une idée de la situation énergétique, la question de l'accès à l'énergie en Afrique? Est-ce qu'on peut planter le décor comme ça? Merci beaucoup, Samuel. Je pense que nous ne pouvons pas parler à la place des gouvernements, mais nous pouvons dire que, de manière générale, le constat que nous faisons, c'est que la répartition de la fourniture de l'énergie, elle n'est pas très équitablement d'abord faite et elle est insuffisante, l'énergie, et la fourniture dans le milieu rural n'est pas ce que ça devait être. C'est pourquoi d'ailleurs nos différents gouvernements se battent et se tournent vers les énergies qui se renouvellent sans demander beaucoup d'argent, qui ne demandent pas beaucoup d'investissement chaque jour. Une fois investi, on va loin avec. Donc je pense que la situation n'est pas ce qu'on attend, c'est vrai. La couverture est très faible. Selon un reportage que j'ai suivi récemment qui parle de 700 millions d'Africains encore qui sont sans électricité. C'est beaucoup, hein? Et que chaque année s'ajoute 10 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est énorme. Énorme. Alors, Lincoln Dahl, vous êtes à African Energy. On comprend, quand on entend déjà le nom, il y a Africa dedans. Ça veut dire, vous avez une idée de cela, de l'accès du continent à l'énergie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, il y a toujours un problème d'accès, mais le progrès a été très vite fait. Nous sommes une entreprise qui a déjà 14 ans. Dans ce temps de 14 ans, une décade et demie, on a vu beaucoup de changements, tant au niveau de prix de matériel comme la distribution aussi de produits, et aussi les modèles de distribution de produits. Dans les derniers 15 ans, on a fait beaucoup de formations et le niveau des experts ou des installateurs a été aussi beaucoup augmenté.
Et maintenant, c'est dans la plupart des pays en Afrique, c'est relativement facile de trouver dans le marché des produits qui sont acceptables pour faire les petits besoins. Par exemple, prendre lumineuse, charger un téléphone, des choses comme ça. Et de plus en plus, dans les pays où sont les plus progressifs peut-être, le plus avancés dans ce sens, il y a des entreprises qui louent le système pour les petites points de menus et le paiement se fait par des cartes de crédit prépayées avec les réseaux mobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous observez quand même le continent avec cet inégal accès à l'énergie, est-ce que vous vous dites quand même que, puisque vous dites ça fait 14 ans que vous le faites, que le solaire devrait être une alternative, une solution? C'est une alternative à l'obscurité, oui. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas une réponse à tous les besoins. Oui. Il y a une place pour les autres technologies aussi. Mais l'opportunité qui a maintenant pour l'Afrique, c'est de sauter une phase de développement que nous, par exemple, aux États-Unis, dans les années 50 et 60, on devait faire les réseaux électriques avec le câblage et tout ça, dans tous les petits coins. C'est énormément cher, ça prend beaucoup de temps. Et une fois que vous avez un réseau, il faut aussi entretenir. Oui. Et malheureusement, c'est là où nous, on en est encore. Oui, bon, dans un sens. Mais dans l'autre sens, il y a beaucoup de systèmes isolés et de plus en plus, les systèmes isolés prennent la place d'une extension des réseaux. Et pour les petites, je dis petites, mais pour les besoins des petites et moyennes entreprises au village, ça suffit largement. Et même pour les moyennes entreprises, ça suffit avec un coût d'économie sur la charge des équipements. Et ça, c'est un stimulus pour l'économie rurale. Parmi toutes les choses que vous pouvez faire pour les économies rurales en Afrique, c'est l'électricité. Alors, honorable, quand vous prenez l'Afrique qui offre aujourd'hui ce visage-là, où il y a tous les ménages, 700 millions, c'est énorme pour un continent qui a à peine 1 milliard d'habitants. Donc, il n'y a que 300 millions qui ont véritablement accès aux sources d'énergie, alors que le soleil, c'est ce qu'on a en abondance. Est-ce que c'est l'alternative? Oui et non, parce que, comme l'a dit chez Lincoln, les énergies solaires ont une large application. On peut produire de l'électricité à base du soleil pour faire tout ce qu'on fait avec les sources d'énergie conventionnellement connues, les énergies fossiles. Donc, seulement, il faut savoir une chose, il faut savoir que le coût de production de l'énergie solaire est beaucoup plus élevé que quand tu veux t'éclairer à l'énergie solaire, ça a un coût. Et c'est le coût que les gens n'acceptent pas payer parce qu'ils ne savent pas que la source d'énergie étant gratuite, l'investissement qu'on fait au départ, il est quasiment, c'est-à-dire il ne se renouvelle pas tout de suite, il ne crée plus tellement de charges comme s'il faut alimenter un groupe électrogène, qu'il faut entretenir, qu'il faut changer les pièces, à qui il faut apporter du carburant chaque soir. C'est pas la même chose. Donc le solaire, il suffit d'avoir à l'idée qu'on doit faire la maintenance aussi régulièrement. Et la maintenance suffit seulement. Il faut seulement nettoyer les panneaux pour les éviter d'être obscurcis par de la poussière ou de l'ombrage autour de ça. Donc, pour dire que c'est une alternative, effectivement, nous pensons qu'il n'y a pas meilleure alternative que ça. Quand on est en train d'annoncer la fin du fossile, on annonce la fin du pétrole. Oui. Le pétrole est en train de finir, il va finir. Et c'est pourquoi on se tourne vers les énergies solaires et tout ce que l'Afrique a à offrir en ça, c'est le solaire. Et moi, je dis c'est une alternative obligatoire aussi parce que
malgré la disparité, malgré la ségrégation entre guillemets qu'il y a dans cette histoire d'énergie solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soleil ici et tout le matériel est au sud de l'hémisphère. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont le matériel, ils doivent nous aider à l'utiliser parce que nous on a du soleil. Et il faut qu'on se rende compte, c'est le soleil, c'est la seule richesse de l'Afrique qui appartient aux Africains. C'est la seule richesse naturelle de l'Afrique qui appartient aux Africains. Elle ne fait pas l'objet de pillage, elle ne fait pas l'objet de convoitise. Même si elle fait l'objet de convoitise, personne ne peut la piller. Elle ne peut pas entraîner une guerre dans un pays. Autant en profiter pour créer. On ne viendra pas détruire vos installations solaires pour en faire autre chose. Vous voyez, je pense que c'est en cela que pour moi c'est une alternative fiable. Alors Lincoln Dan, est-ce que vous pensez quand même que, comme l'a dit l'honorable, c'est une alternative fiable? Est-ce qu'il y a déjà cette prise de conscience sur le continent, vous qui travaillez déjà depuis un certain nombre d'années, vous avez vu cette prise de conscience que les gens ont reconnu vraiment qu'elle est une alternative? Oui, je crois qu'il y a ces consciences. Alors, pour prendre les actions à répondre à cela, ils sont un peu plus longs. Mais le gouvernement, comme le gouvernement togolais, a fait une très bonne chose. Par exemple, pour encourager les gens, ils ont enlevé les douanes, ils ont exonéré les douanes sur les modules solaires. Dans les derniers temps, les modules solaires étaient très chers. Maintenant, on a expérimenté une chute dramatique sur le prix des modules. C'est le 10% de ce qu'ils étaient il y a 3 ans. Maintenant, c'est très moins cher. Ce qui semble être cher maintenant, c'est les autres équipements qu'il faut, les batteries, les onduleurs. Donc, les gouvernements qui ont réagi à cela, maintenant, ont un peu de succès avec le solaire. Mais jusque-là, apparemment, ce n'est pas suffisant. Comment? Ce n'est pas suffisant, vraiment. Bon, d'exonérer les modules, non, c'est pas suffisant. Il faut aussi l'ensemble. C'est beaucoup d'autres choses, à part les modules. C'est comme si vous allez importer une voiture et ça dit, le moteur est exonéré. Les autres choses, on va le taxer. C'est pas la peine. Alors, mais vraiment, c'est une opportunité aussi, par exemple. Si vous payez plus de 100 francs par kilowattheure pour votre électricité, et la plupart des gens autour de vous payent ça, il vaut la peine de mettre le système solaire. Ça peut vous économiser de l'argent, ça économise l'électricité pendant la période de la journée, le temps où il est le plus demandé par l'industrie. Donc c'est nous disons les win-win-win. C'est tout le monde qui gagne. C'est gagne. L'installateur, le gouvernement, le consommateur, tous. Et ça va aussi aider à la croissance économique, à l'emploi et tous les autres problèmes que nous éprouvons souvent en Afrique. Alors, honorable Sandiani, on a vu dans l'actualité le président sénégalais qui, au cours de la semaine dernière, a inauguré la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Quand on voit des actions comme ça, est-ce qu'on est en droit de se dire qu'il y a un changement de mentalité? Oui, je crois qu'il y a un véritable changement de mentalité. Si vous prenez même notre pays, le Togo, il y a 3 ans, des actions importantes ont été posées dans le domaine du solaire. Bon, malheureusement, notre pays, ce n'est pas un pays médiatique. Oui, on ne médiatise pas ce qu'on fait. Oui, et c'est peut-être une spécificité à saluer. Sinon, à saluer? Oui, je ne sais pas, mais je pense que c'est une spécificité quand même. Oui, pas toujours. On ne sait pas, mais je crois que c'est une très bonne chose de savoir que quelque chose comme ça s'est passé au Sénégal. Et moi, je peux vous dire, pour ce qui s'est passé au Sénégal, j'ai suivi aussi avec intérêt parce que c'est un domaine qui me passionne. Mais je pense, si je peux donner mon avis dessus, moi je ne suis pas trop pour les grandes centrales au solaire. Les grandes centrales, ça demande encore le transport d'énergie. Et le transport d'énergie, c'est ce qui a un coût
et ça génère de pertes. Le courant que nous avons, le courant conventionnel même, qui est transporté depuis les centrales hydrauliques, depuis les centrales à fioul ou à gaz, il y a beaucoup de pertes de charge en chemin et il y a beaucoup de câblage utilisé. Pourtant, pour eux, pour les deux derniers cas que je cite, c'est normal parce que il faut centraliser les équipements sur place, parce que la source d'énergie est à un seul endroit, c'est de l'eau. C'est de l'eau de barrage, ou c'est le fioul qu'on approvisionne. On approvisionne du fioul à des appareils pour fonctionner. Mais dans le cas du solaire, la source d'énergie qu'il y a chez toi, c'est ça qu'il y a chez moi. C'est ce qu'il y a chez notre voisin à côté de nous. Et le mieux serait d'installer chez chacun. Vous êtes plus dans une dynamique, par exemple, de mini-centrale personnelle à chaque... Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. C'est l'appel. Il faut appeler les gens seulement à la maintenance, à l'entretien. Et puis, ça fonctionne beaucoup mieux. On économise beaucoup d'argent et on perd moins de courant dans le transport. Parce qu'il n'y a quasiment plus de transport dans ce cas. Mais là aussi, on a besoin d'un certain nombre d'équipements aussi. Oui, des équipements, c'est vrai. Parce qu'on parlera tout à l'heure du coût, hein, mais... Oui, c'est peut-être pas trop moins cher. Mais à la longue, je pense que c'est pas mal. Peut-être Lincoln... On parle de win-win-win. Oui, peut-être que Lincoln n'est pas trop d'accord avec moi pour ce système, mais... Non, oui, certainement. Parce que en Afrique, nous avons un problème de distribution de l'électricité. Donc il a complètement raison. Vous faites une centrale quelque part dans le pays, il faut toujours avoir le système de distribution. Et là, c'est difficile. Donc vaut mieux, même si c'est le CET qui gère le système, vaut mieux avoir plusieurs petits systèmes. Mais le meilleur, surtout, je crois que nous sommes d'accord, c'est que chaque entreprise a son propre système pour injecter dans le réseau et utiliser sur les besoins. Ce qu'il est en train de dire, injecter dans le réseau chaque entreprise, c'est un truc qui n'est pas tellement connu encore ici. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire, on n'a que des panneaux solaires installés soit sur votre parking, où vous vous mettez à l'abri avec votre voiture ou tous les engins, et les panneaux, c'est le champ photovoltaïque qui se trouve là. Il génère de l'énergie, ou c'est sur votre toit. À la fin, c'est ça qu'il y a sur votre toit, il génère de l'énergie dans la journée, ça n'a plus besoin de ce qui coûte cher dans les installations solaires. Ce qui coûte cher dans l'installation solaire, c'est au fait les batteries, les convertisseurs, les régulateurs et tous les câblages de gros calibre qui s'en suivent. Alors, si vous avez ces panneaux, des panneaux sur votre toit ou des ombrières solaires dans votre jardin ou parking automobile, alors toute l'énergie qui est générée dans la journée, c'est ce qu'il dit, injectée dans le réseau, vous l'injectez dans le réseau avec un tout petit appareil qui s'appelle l'ondulaire réseau, et vous pouvez climatiser même les garages et tout dans la journée, puisque vous payez rien. Tant que le soleil brille, vous ne payez rien. Et les études de la NASA prouvent que au Togo, je donne l'exemple du Togo parce que c'est ce que j'ai regardé, avoir 72 heures d'affilée de non-ensoleillement, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Il y a toujours du soleil. Oui, ça veut dire que quand il n'y a pas besoin de soleil qui brille fort, mais de la lumière du soleil suffit pour faire tourner les panneaux selon la technologie utilisée dans les panneaux aussi. Alors, je voudrais me permettre de rêver. Je vous demanderai si mon rêve peut être réaliste. Aujourd'hui, on voit quand même pousser de grands bâtiments dans la ville qui sont construits avec, on met des vitres et tout ça tout autour. Est-ce que c'est possible, par exemple, de mettre des installations solaires sur les façades des bâtiments pour en faire des sources d'énergie? Oui, c'est complètement possible. Et au début de cette folie de solaire, il y a 10 ans, lorsqu'il y avait beaucoup de subventions en Allemagne et des autres, les gens ont mis beaucoup de solaire sur la façade.
le problème intrinsèque que vous avez avec cela, c'est que les murs sont verticales. Voilà. Voilà. Donc, et le soleil, surtout au Togo, c'est horizontal. Donc, ça capte pas beaucoup de lumière. Le meilleur, c'est de le faire. Ça veut dire que l'installation doit aussi tenir compte de la position du soleil et tout, pour pouvoir capter le maximum d'énergie. Voilà. Et dans les zones urbaines, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace par rapport à la quantité des gens. Dans les zones rurales, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Vous êtes également dans un processus de formation. Vous avez formé des techniciens et des experts du Bénin et du Togo en énergie solaire. On va regarder le reportage de Mathieu Gaye qui était à la couverture au lancement de cette formation. Ils sont une centaine de techniciens experts venus du Bénin, Burkina Faso, Niger et Togo à être à cette école des énergies renouvelables. 3 jours durant, ils vont être outillés sur les différents aspects du domaine pour être utiles aux populations des pays qui sont confrontées au déficit et délestage. Et pour ce faire, une équipe d'experts venus des États-Unis d'Amérique et de l'Afrique du Sud est à pied d'œuvre pour le partage des connaissances. Ce qui nous bloque le plus dans l'exploitation de l'énergie solaire sont 2 choses. Le manque de sensibilisation et la politique des gouvernements pour aider à l'énergie solaire. Dans les derniers 10 ans, il y a un changement à grand niveau en Afrique. Il y a des pays où il y a beaucoup d'exploitation de l'énergie solaire. Même là, au niveau des villages, il y a de lumière un peu partout. Ce qu'il faut, c'est une politique qui le favorise, c'est-à-dire normalement c'est sans taxe ou sans douane qui aide beaucoup à l'importation et l'exploitation de ces produits. Et au long vue, ça commence aussi avec la fabrication. Cette formation est soutenue par la SABER car pour elle, l'énergie doit être désormais une chose facile et accessible à tous ces pays. On est parti d'un constat. Sur le continent africain, il y a beaucoup d'opportunités concernant le développement des énergies renouvelables. Mais il y a peu de gens qui sont dans cette dynamique, d'où l'idée de mettre en place une structure pour pouvoir former les porteurs de projets, les aider à avoir des projets bancables, les aider à rechercher les financements pour permettre le transfert de technologies et de savoir-faire. Une fois cette formation finie, ces participants vont mettre ces connaissances en pratique pour le bonheur de leur population. Alors, Lincoln Dan, avant de vous demander le contenu même de la formation, je voudrais savoir, honorable, puisque vous êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se fait au Togo pour rendre l'accès facile à cette source-là? Oui. Je vous remercie. Je ne parle pas au nom de l'Assemblée nationale, et je parle au nom peut-être de notre commission qui a élaboré des propositions, de textes que nous allons peut-être soumettre au gouvernement pendant l'étude du budget pour demander l'exonération de taxes ou la diminution de taxes. Donc on en a discuté avec notre président de commission et qui est d'accord qu'on aille dans le sens là. Donc pour dire, au niveau du pays, je sais quand même que le gouvernement fait beaucoup parce que nous sommes le premier pays, comme Lincoln l'a dit, à avoir exonéré de taxes sur l'importation des panneaux. Depuis 1998, l'importation des panneaux solaires ne connaît pas de taxes dans notre pays. C'est 1%, c'est quasiment nul comme frais à percevoir. Mais je pense qu'à l'époque, ça s'appelait panneaux solaires. Les gens ne savaient pas que les panneaux solaires, pour produire de l'énergie, il était accompagné d'un matériel beaucoup plus lourd et beaucoup plus coûteux. Alors ils avaient dit panneaux solaires, et la douane a pris au mot panneaux solaires, c'est ça seul qui est exonéré. Les modules. Alors les batteries ne le sont pas. Ils subissent la même taxe, 41 à 48%. C'est beaucoup. Et les onduleurs, pareil. Les régulateurs, pareil. Donc, finalement, c'est comme on n'a rien fait.
Oui, maintenant, c'est comme les fabricants de panneaux ont su ce que c'était où notre... et ils ont baissé les prix de 350 000 le panneau solaire. Aujourd'hui, on est à 76 000 francs le même panneau ici. Même nous, hein, les nouveaux prix que African Energy fait, nous on peut les vendre même à 56 000. Oui. Vous vous rendez compte, 350 000, on est à 56 000 il y a seulement 5 ans. Ça a chuté et donc ça ne sert à rien d'avoir de l'exonération sur les panneaux seulement. Ça ne nous aide pas du tout. Alors, mais c'était un problème de terminologie ou bien... Oui, je pense bien. Parce que quand on a parlé de module, ça peut aussi être le tout, hein? Ça peut ne pas être que le panneau. Oui, moi je suis allé à la douane, au service juridique de la douane des contentieux, et discuté longtemps avec des responsables là-bas qui ont fouillé toute la journée, n'ont pas trouvé de texte à me présenter. Je suis allé à Edi Togo chercher les textes afférents à cette décision. Il n'en existe pas. Ils m'ont expliqué qu'il y a eu une exonération sur les groupes électrogènes, tous les autres matériels de production d'énergie, bon, sans spécifier que les panneaux, que le système de production des énergies solaires était inclus. Donc j'ai vu cette loi, elle ne dit pas énergie solaire, mais elle parle de module. Alors, mais maintenant que tout le monde sait qu'on peut faire de l'énergie à partir du soleil, est-ce qu'il n'y a pas une relecture, hein? Vous êtes député. Oui. Et bien voilà, je crois que c'est de la prérogative de l'exécutif de proposer des lois dans ce sens. Et il ne donne pas. Vous avez suivi le conseil du mercredi passé. Le gouvernement est vraiment en plein pied dans le solaire. Et je pense qu'ils réfléchissent au-delà de ce que nous, on est en train de penser ici. Ils doivent être au-delà de ce qu'on pense, je suis certain. Alors, Lincoln, ce sont des experts qui ont été formés. Quel est leur profil, ces gens que vous avez formés? Bon, ça varie. Il y a des débutants qui vont se lancer dans le business. Et pour nous, ça c'est bien parce que autour de ces 14 ans, on a vu des entrepreneurs qui faisaient par exemple l'informatique ou qui avaient fait quelque chose d'autre, la télécommunication, qui se lancent dans le solaire. Ils se forment, on fait la formation avec eux, on le soutient. Et maintenant, ils ont des entreprises assez importantes. En train d'installer, vendre des systèmes et donner de l'emploi à beaucoup de gens et faire en sorte que les autres gens ont accès à l'électricité. Pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, je me réjouis chaque fois que je vois les gens dans la formation parce que je sais que la plupart de ces gens vont réussir. Ils ont déjà les outils à le faire. Et je suis aussi content que pendant ces derniers 10 ans, il y a 4 à 7 fabricants qui voyagent avec nous. La couverture médiatique n'a pas montré que moi, je suis le plus petit entre eux. Il y a des fabricants qui viennent un peu partout dans le monde pour participer à ça. Donc, ils s'intéressent aussi à l'Afrique et les entrepreneurs ont tout le soutien que nous pouvons les apporter. Et qu'est-ce que vous leur avez appris à faire? C'est-à-dire le montage ou c'était quoi? On commence avec le dimensionnement le plus basique, de leur aider à répondre à la question combien faut-il pour... voilà, tout le monde voudrait savoir ça. Et on passe à toutes les questions techniques et l'installation et tout ça. Surtout... Parce que là, sur cet aspect, moi, je vous avoue qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui faisait dans le solaire. Je lui ai présenté des caractéristiques, par exemple, d'une habitation, d'une grande pièce et puis 2 chambres. Et s'il fallait installer, c'est dans l'ordre de 650 à 750 000. J'ai dit, wow. Bon, il faut dire que presque 50% de ça passe à le gouvernement. N'est-ce pas? Ça, c'est la taxe. Oui, c'est la taxe. Deuxième, c'est parce que la quantité de systèmes installés au Togo, c'est très petit. Une fois qu'il y a un peu de volume,
le prix chute, bien sûr. C'est la même chose qui est arrivé avec le prix de module. Lorsque la quantité est très petite, on ne peut pas faire des économies. Mais une fois qu'il y a de volume, le prix chute. Alors là, ça veut dire que c'est la demande qui doit monter, c'est ça? Mais est-ce que la demande peut monter s'il n'y a pas de produits? Donc, c'est tout les deux à la même fois. L'industrie doit se développer et aussi la demande et un peu de soutien du gouvernement. Avec ça, ça va aller. On l'a vu dans beaucoup des autres pays, ça va aller. Donc, honorable, le problème qui se pose actuellement, c'est de rendre accessible cette énergie-là. C'est qu'il faut faire des lois pour détaxer, c'est ça? Oui, je voudrais d'abord, si vous permettez, revenir un peu sur la formation. Sur la formation, il faut expliquer qu'il y a des électriciens et des installateurs de congélateurs, et de frigos, tout ça, qui sont à la formation, un peu le profil. Et c'est des gens de 3 pays, du Bénin, 4 même, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Niger, qui sont réunis ici. Et pour la plupart, c'est des gens qui connaissent déjà le solaire. Mais le problème général de ces gens, il faut reconnaître, je vais ajouter d'abord que c'est parce que cette formation qu'on est en train de tenir aujourd'hui ici ne s'est jamais tenue en Afrique francophone de l'Ouest ici, comme ça, à part le Mali une fois. Mais plusieurs fois au Nigeria, ils l'ont fait, plusieurs fois au Ghana, et ça fait que nos meilleurs installateurs dans la sous-région aujourd'hui viennent de ces pays anglophones. Et c'est pourquoi on s'est battu avec la SABER, que j'ai taquiné jusqu'à ce qu'elle accepte d'inviter African Energy pour dispenser cette formation ici, qui est très très appréciée par les pays qui sont venus participer. Mais avant que vous répondiez, mais quand vous le dites comme ça veut dire quand même que pour faire du solaire, moi je ne peux pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un background qui se rapporte un peu à des choses d'énergie. Oui, même ceux qui installaient avant au Togo, c'est la raison pour laquelle les gens se désintéressent du solaire. Ceux qui installaient n'avaient pas la technologie qu'il faut. Et les gens qui sont des électriciens, bâtiments, ils ne peuvent pas installer le solaire. Qu'on ne se trompe pas, c'est pas parce qu'on connaît, c'est pas la même électricité. L'électricité en courant continu. Et c'est différent de l'électricité, les 220 watts qu'on a dans ce qui passe en aérien ou au sous-sol. Alors, il faut savoir convertir l'énergie, l'électricité, le courant continu en courant alternatif pour alimenter les appareils qui sont dimensionnés selon ça. Alors, ils ont commencé par le dimensionnement parce que c'est le ventre mou de la chose. Le dimensionnement, c'est le gros problème que les gens ont. On les appelle, venez, mais faites-moi une installation. Ils arrivent, ils proposent au gars, oui, achète-moi 2 panneaux solaires, achète-moi 2 batteries. Le gars, il achète 2 panneaux solaires de 100 watts, il achète 2 batteries de 50 ampères chacune, il vient poser, et il espère que tout son problème énergétique va être résolu. C'est faux. Et une fois qu'il branche sa radio, il met sa télé, il allume 4 ampoules, ça fait 1 heure, ça s'éteint. Il dit, votre histoire là même, ça ne marche pas. Et l'installateur ne sait pas d'où vient le problème parce qu'il ne sait pas qu'il faut dimensionner il faut dimensionner le système à partir de la source de dépenses d'énergie qui est installée dans la maison. Et c'est ça qui manque. C'est pour ça que moi je suis quand même intervenu personnellement auprès d'African Energy. C'est le PDG, hein, c'est pas un expert simple. C'est le PDG, le fondateur d'African Energy. Aussi simple. Voilà, aussi simple que ça. Alors j'ai écrit à M. Lincoln pour lui parler du dimensionnement, s'il pouvait commencer par ça. Il m'a dit, effectivement, ils ont toujours commencé par ça. Et au Togo, ils ont beaucoup insisté sur ça pour éviter que, vous voyez, les directions administratives de notre pays, les ministères, les personnes responsables des marchés publics dans les ministères, ils lancent tous des appels d'offres sur les énergies solaires. Ils disent, oui, nous voulons faire ci, nous voulons faire cela, dans tel milieu, mais ils ne calculent pas
l'énergie à utiliser. Quand on installe le système, il ne marche pas. Et il faut dimensionner le système en 12 volts, en 48, en 24 ou en 48. Déjà, nous ne savions pas, nous, jusqu'avant hier, on ne savait pas l'intérêt de dimensionner un système en 48 volts au lieu d'en 12 volts. On ne savait pas l'intérêt de faire ça. Et nous, moi je suis participant, vous voyez mon bac. J'ai participé de bout en bout et je sais aujourd'hui ce que c'est. Donc je peux conseiller quelqu'un parce que ça m'intéresse de savoir. Alors, c'est pour répondre à la question de comment, quand vous dites s'il faut passer à... Simplement détaxer pour régler tous les problèmes. Non, comme je venais de le dire, détaxer, ça ne suffit pas. Détaxer tout, c'est une très belle avancée parce que beaucoup de pays l'ont expérimenté. Et aujourd'hui, si je vous donne l'exemple du Burkina Faso, sur le toit de la plupart des grands bâtiments de l'État ou des privés comme LCF, sur le toit se trouvent des panneaux, un grand champ photovoltaïque, aussi large que possible pour alimenter le bâtiment en énergie dans la journée. Non pas besoin de la CEB, de la CET dans la journée. Et ce n'est que la nuit. Et c'est dans la journée, l'énergie est plus demandée parce que tout le monde est au bureau, le climatiseur est tout allumé. Alors, si on dépense moins dans la journée, on gagne, on économise. Alors, si le Burkina Faso, pourquoi ils en sont là? Je peux vous dire, nous avons reçu le texte voté au Burkina qui a exonéré de taxes pendant 5 ans. À l'entrée du Burkina, tout le matériel dit solaire est exonéré de taxes. Et c'est pendant 5 ans, nous avons le texte du Burkina Faso. Et je dis ça pour expliquer que c'est ce qui a permis quand même aux acteurs de ce pays d'aller plus loin. Ils sont très loin. En injection dans le réseau, ils sont vraiment les meilleurs dans la sous-région. Je peux aussi partager l'expérience du Mali. Ils ont fait la même chose, exonération pendant 5 ans. Le taux de solaire en Mali, c'est peut-être le plus grand en Afrique. Il y a même maintenant une usine des modules solaires fabriqués au Mali. C'est un client qui a établi ça. Et donc, au lieu de augmenter l'importation, le fait qu'ils ont détaxé a même apporté des emplois, des investissements et des fabrications. Alors, maintenant, dites-nous aujourd'hui, quelqu'un peut être en train de se demander, est-ce que, par exemple, si je prends une entreprise comme ici LCF où la consommation énergétique est extrêmement élevée, est-ce que le solaire peut répondre à ce besoin-là? Si vous avez assez d'espace, et si vous avez un champ, et si vous voulez aussi mettre beaucoup de batteries, je ne le suggère pas. Ce que c'est le plus pratique pour vous dans ce cas, c'est d'injecter pendant la journée pour diminuer la consommation. Et pour les choses qui sont les plus urgentes, vous pouvez mettre sur une onduleur batterie si vous voulez. De façon, s'il y a des coupures, bon, ça va continuer. L'énergie de demain, le solaire, pour terminer. Oui, il n'y a pas d'alternative. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas, nous n'avons pas deux chemins. On a un seul chemin. On tarde de le prendre, on hésite de l'emprunter, mais c'est le seul chemin pour nous sortir du sous-développement énergétique. Il n'y a pas de chemin. Le solaire. Honorable Augustin Sambiani, député à l'Assemblée nationale et membre de la Commission environnement et changement climatique. Et puis Lincoln Dahl, expert à African Energy. Merci d'être passé dans Un œil sur l'actu. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Continuez de faire le débat avec moi sur Facebook, Samuel Nyaoui. Sur YouTube, vous visitez la page Un œil sur l'actualité pour voir toutes les émissions. Je vous retrouve le dimanche prochain.